Avec notre deuxième invité à présent. Bonjour Thibault de Montbrial. Bonjour. Et merci de votre présence. Vous êtes avocat, vous êtes aussi le président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Nous allons évoquer ensemble la menace terroriste islamiste et puis le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Et on voudrait démarrer par ces manifestations, Thibault de Montbrial, qui se multiplient un peu partout, en France, on l'a encore vu hier, en Allemagne, en Belgique, des manifestations dites pro-palestiniennes avec des slogans souvent très, très révélateurs. Écoutons-le, justement. On a beaucoup entendu ce slogan de la rivière à la mer, la Palestine vaincra, donc autrement dit disparition d'Israël. Et toutes ces manifestations nombreuses, il faut bien le dire, de quoi sont-elles le révélateur selon vous ? Vous auriez aussi pu montrer la manifestation d'il y a 10 jours à Londres, où des gens ont défilé en criant de façon totalement décomplexée, je les cite, « Il faut tuer les Juifs et il faut violer leurs femmes et leurs filles ». Vous auriez aussi pu montrer ces images à Berlin, à Essen, en Allemagne, de gens portant des drapeaux de l'État islamique, des drapeaux d'Al-Qaïda, et appelant là encore à une violence quasi génocidaire, vous en avez parlé tout à l'heure avec Georges Bensoussan, contre les Juifs et d'une manière plus générale contre l'Occident. Je vais répondre à votre question, mais je veux d'ores et déjà vous dire une chose, c'est que je pense que l'extrême violence des propos, des drapeaux, de cette énergie qui se dégage de ces foules, elle est le fruit d'une chose, c'est de la façon dont l'Europe a complètement abandonné sa politique migratoire depuis 50 ans. C'est-à-dire que nous sommes en train de percevoir l'addition de tout ce que nous avons laissé faire, de tout ce que nous n'avons pas voulu voir depuis 50 ans. Aujourd'hui, l'islamisme s'est imposé en Europe comme une force qui a d'abord été une force de déstabilisation, mais qui est en train de devenir une force de combat. Il faut le voir. Il faut, vous savez, tout le monde, moi je l'ai cité dans mon premier livre en 2015, mais aujourd'hui tout le monde s'en réclame. Mais quand Peggy dit il faut dire ce que l'on voit, mais d'abord il faut voir ce que l'on voit, eh bien prenons le temps, comme nous venons de le faire, taisons-nous, regardons et écoutons. C'est pas seulement dans tel ou tel pays, c'est dans tous les pays européens. Mais est-ce dire, Thibault de Montbrial, que tout manifestant est porteur d'une idéologie aujourd'hui quand il défend la Palestine, ce qu'il est possible de faire, malgré tout quand même? Mais non, mais c'est parce que c'est comme toujours dans ces forces qui sont des forces, il faut le dire, révolutionnaires. C'est que vous avez quelques leaders, vous avez des penseurs, vous avez des gens qui manipulent, des gens qui ont un agenda politique qui est absolument pas dissimulé, qu'ils disent, qu'ils écrivent, simplement nous ne voulons pas l'entendre. Et puis vous avez les naïfs, les idiots utiles, et puis après vous avez les collabos, parce que c'est un vrai sujet, notamment politique, notamment en France, et puis vous avez les lâches qui disent « Ah oui, mais qui relativisent en disant « Oui, mais vous dites ça, mais c'est pas si grave, mais c'est quelques centaines, quelques milliers de personnes, etc. » Rappelez-vous ce que Lénine, Lénine, c'est il faut 20 000 personnes pour une révolution. Est-ce qu'on n'est pas là dans le piège des démocraties qui finalement laissent faire parce que ce sont leurs valeurs c'est l'honneur des démocraties de laisser des manifestations se dérouler et en même temps, les démocraties ne se défendent pas. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est un piège, mais c'est un piège tant qu'on refuse de se donner les moyens de s'en extraire. Les démocraties, moi je vous le dis extrêmement tranquillement ce matin à votre antenne, elles ont non pas le droit, elles ont le devoir de se défendre. Nous avons collectivement le devoir de nous défendre. C'est ceux qui ont combattu, ceux qui, génération après génération, ont fait que nous sommes une démocratie aussi formidable. Ils nous obligent, nos morts nous obligent. Nous avons le devoir, pour eux et pour nos enfants, de nous lever et de nous battre. Pourquoi ne le fait-on pas ? Nous battre, c'est-à-dire ? Nous battre dans tous les sens du terme, d'abord dans un sens intellectuel. Ça fait 10 ans que je le crie partout. Je vois ce qu'a dit Georges Bensoussan, nous sommes désarmés moralement. Nous sommes désarmés moralement, mais il faut aussi accepter l'idée qu'il faut nous battre juridiquement, c'est-à-dire qu'il faut que nous changions drastiquement, tant qu'il est encore temps, notre logiciel de pensée juridique par rapport à toutes ces questions, la sécurité, l'immigration, etc. Vous savez, Danton disait... Soyons terribles pour éviter que le peuple ne le soit. Alors qu'est-ce que ça veut dire être terrible en ce moment ? Aujourd'hui, être terrible, ça veut dire il faut que nous soyons capables collectivement de dire, sans être ostracisés, ça suffit. De comprendre que ce que nous voyons, ce que vous avez montré, ce que nous entendons, ce que nous lisons sur les réseaux sociaux, c'est un appel à nous détruire pour ce que nous sommes. Pas
pas demain matin, mais dans les courtes années qui viennent. Mais alors, vous dites, soyons terribles Oui. sur le plan du constat. Bon, alors, mais, Non, mais- terrible, vous voulez pas, je devine, si je vous comprends bien, être terrible seulement sur le constat. Ah non, Donc, bien sûr. que veut dire être terrible au-delà du constat? Être terrible au-delà du constat, ça veut dire qu'il faut siffler la fin, non pas de la récréation, parce que l'image serait totalement inappropriée au regard de la violence de ce qui est en jeu, mais il faut être capable de se dire collectivement, c'est l'avenir de nos démocraties, puisque c'était votre question, c'est l'avenir de nos démocraties qui est en jeu, puisque l'islamisme a toujours voulu, et l'a toujours dit, ne l'a jamais caché, quelles que soient les obédiences dont on parle, a toujours eu comme objectif la conquête, l'ouma et la destruction des démocraties. Donc acceptons-le et donnons-nous les moyens juridiques. Mais ça se traduit comment, ça? Mais justement, Ça suffit. Vous le traduisez comment? je le traduis par une rupture juridique, c'est-à-dire qu'il faut que nous nous donnions les moyens de lutter contre l'immigration. Mais vraiment, c'est pas une nouvelle Resterons-nous loi. des démocraties dans ce cas? Oui. Bien sûr, il y a tout un tas d'articles C'est évident, parce que vous savez, je vous pose, Oui, bien sûr. c'est pas une, je vous, Oui. comment dire, relais ce que disent d'autres, c'est-à-dire que si on fait ce changement de logiciel extrêmement profond, comme vous le dites, eh bien certains disent on s'assoit complètement sur l'état de droit et dans ce cas-là on ressemble à ceux qu'on désigne comme adversaires. Et on meurt. Je vous pose la question. Non, mais c'est une vraie question, mais c'est une question qui est philosophique. Hein. Il n'y a pas de choix. Est-ce que pour se défendre, une démocratie n'a pas le devoir d'utiliser des moyens qui sont des moyens démocratiques. Prenez la veut dire qu'à Constitution. l'heure actuelle, Mais dans la Constitution, il y a déjà plein de moyens. Vous avez l'état d'urgence, vous avez l'état de siège, vous avez tout un tas de moyens dont moi je vous fais le pari qu'avant Noël, nous y serons au moins dans l'état d'urgence. Sinon, quand nous aurons eu 1, 2, 3 attentats, et nous les aurons dans les semaines qui viennent, à ce moment-là, vous verrez que le gouvernement déclenchera l'état d'urgence. Donc nous avons déjà des moyens dans notre état de droit. Ensuite, il faut bien faire un pas de côté et comprendre une chose. Ce que beaucoup de gens, et les gens dont vous parlez, appellent l'état de droit, c'est en réalité l'état de droit tel qu'il est devenu. C'est l'état des droits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la somme des droits individuels, la somme des privilèges est devenue supérieure à notre appartenance, à la façon dont nous organisons notre appartenance collective. Il faut reprendre, il faut que la collectivité, il faut que la société française, il faut que la nation reprenne la main sur son droit. Mais toutes les démocraties en sont là ou c'est seulement la France qui est dans Alors, cette... je pense qu'il y a beaucoup de démocraties européennes qui en sont là. Certaines en ont pris conscience beaucoup plus brutalement que d'autres. Les pays du Nord, la Suède, le Danemark, qui ont longtemps été dans un angélisme, vous vous souvenez, la social-démocratie, le modèle qui faisait rêver il y a 20 ans. Là, il y a un retour de bâton colossal et ça a suffisamment été dit, notamment avec la gauche danoise, qui a pris les choses en main. Pourquoi ? Parce que le Danemark et plus encore la Suède est devenue un pays qui est en pré-guerre civile sur certains de ses territoires. Il faut le dire. Donc, il y a une reprise en main. L'Allemagne, souvenez-vous de la une je sais plus, c'était Der Spiegel, où le chancelier qui tout à coup dit il faut expulser massivement. C'est le chancelier qui vient après la chancelière qui, en 2015, disait Wir schaffen das et a accepté et a commis cette erreur terrible. Et soit dit en passant, qui montre qu'on peut ne pas respecter le droit européen, puisqu'elle s'est assise sur le droit européen, qui a consisté à accueillir 1 million de gens en 6 semaines sans savoir qui ils étaient. Si l'immigration était une immigration zéro, on serait à l'abri de tout ? Non, mais si c'était si simple, malheureusement, ça se saurait. Il faut une immigration qui soit archi contrôlée, sans angélisme. Il faut se souvenir d'une chose, c'est que l'immigration, c'est un des leviers de souveraineté d'un pays. L'immigration, c'est pas moral. L'immigration, c'est pas bien ou pas bien. Il faut pas faire plaisir à un tel ou un tel. L'immigration, on peut se dire, il y a des métiers pour lesquels on a besoin de gens. C'est froid, c'est clinique, on fait un constat. On peut tout à fait avoir des quotas annuels en fonction de besoins. Mais d'où est-ce qu'il y a eu un dévoiement du droit européen qui, en 1950, était un droit, souvenons-nous, qui avait vocation à réorganiser une Europe apaisée après 2 saignées terribles, 2 guerres mondiales en 25 ans. Donc c'est ce droit européen qui a été organisé avec la Convention européenne des droits de l'homme. C'était un droit entre Européens et avec des termes, des notions qui étaient des notions, des acceptations de termes qui étaient fondées sur un corpus qui était gréco-latin, qui était un corpus accepté communément. C'était pas le droit à tout le monde, et notamment à des gens qui sont culturellement différents, de venir, et avec un regroupement familial, parce que je pense que c'est une des décisions qui est à la base de nos mots aujourd'hui, qui permet à quiconque est en France depuis 18 mois, avec très peu
de filtre, de faire venir qui il veut. Et on sait très bien, Xavier Driancourt le dit très bien, comment notamment les Algériens en jouent pour faire venir des dizaines de milliers d'Algériens chaque année qui ensuite, compte tenu des termes des accords de 1968 que personne ne dénonce, on commence à dire il faut les dénoncer. Certains commencent à le dénoncer. Oui, alors d'ailleurs, pardon, juste un mot pour... Alors, j'allais vous le dire, c'est amusant. Édouard Philippe, aujourd'hui, dit qu'il faut les dénoncer. Que ne l'a-t-il fait quand il était Premier ministre? Il n'a pas été Premier ministre il y a 15 ans, il a été Premier ministre il y a 3 ans. Lucidité tardive, mais lucidité quand même. Oui, lucidité tardive. On aurait aimé que ce soit une lucidité active. Avant de marquer la pause et d'aller sur d'autres sujets, dans votre argumentaire, vous avez dit qu'il y aurait des attaques terroristes comme si c'était une évidence. Ah, pour moi, c'est une évidence, pour plusieurs raisons. D'abord, les attaques terroristes islamistes en France n'ont jamais cessé. On est passé des attaques, des lourdes attaques envoyées depuis l'étranger en 2015-2016, à des attaques endogènes avec des individus qui se réclament de la propagande djihadiste. Ce sont des attaques incitées, mais on sait déjà, alors avant les événements tragiques d'octobre en Israël, on sait que depuis le printemps, des commandos structurés ont été infiltrés en Europe pour la première fois. Gérald Darmanin l'a dit. Alors ensuite, il a été un petit peu en retrait, mais enfin, ça a été dit et c'est communément admis. Peut-être dans la perspective des JO. En tout cas, il y en a. Et puis, ce qui s'est passé, l'abomination commise par le Hamas le 7 octobre en Israël, c'est ce qu'on appelle un game changer. C'est-à-dire qu'on le voit bien, ça a complètement changé l'atmosphère, ça a complètement vous savez, il y a une boîte qui s'est ouverte, qu'on aura beaucoup de mal à refermer. Ça a désinhibé, on l'a vu, les paroles, les appels au meurtre, etc. Et les paroles précèdent toujours les actes. Je voudrais dire une dernière chose avant la pause. C'est que nous avons en Israël 39 compatriotes qui ont été tués. Oui. C'est l'attentat anti-français le plus grave depuis l'attentat de Nice le 14 juillet 2016. Et on a un peu l'impression que tout ça n'existe pas. Nous avons des otages français retenus par les terroristes du Hamas à Gaza, et on a un peu l'impression que tout ça n'existe pas. Et pourquoi est-ce qu'on a cette impression? Parce que tout le monde, ou beaucoup de gens, sont tétanisés par l'idée de le dire, parce qu'ils ont conscience de l'énormité de la vague qui est en train de se lever en Europe et en particulier en France. Et cette vague, il faut être prêt et déterminé à l'affronter, et il faut commencer par accepter de la voir arriver. Alors, accepter de la voir, c'est à la fois le politique et aussi les magistrats. Dans quelques instants, on va vous parler de ce qui s'est passé à Beaucaire avec justement l'imam et on vous posera la question si la justice est trop laxiste sur ce sujet tout de suite. Et on poursuit ce grand rendez-vous avec Maître Thibault de Montbrial, qui est le président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Nous allons parler dans quelques instants de l'imam de Beaucaire et de la réponse judiciaire. Encore un mot sur ce que vous avez dit, Thibault de Montbrial. Vous appelez un sursaut, en tous les cas, un réarmement et un réveil à la fois moral et puis judiciaire. Mais par exemple, si on prend le cas de ces manifestations, en faisant la différence entre ceux qui, légitimement, peuvent manifester, apporter leur soutien aux Palestiniens et à ceux qui crient des slogans de haine. Ceux-là, ceux qui crient des slogans de haine, sont français, très souvent maintenant de 3e, 4e, voire plus génération. Ils n'ont pas la double nationalité. Comment on fait dans ce cas-là? Alors, c'était le début de ma réponse tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est l'addition de 50 années de politique migratoire inconséquente. Je vais juste donner un chiffre qui va dans le sens de votre question et qui nous montre bien l'extrême difficulté. C'est que l'INSEE, c'est une statistique INSEE, c'est qu'en 2021, la part des étrangers non européens dans la population française était de 3% des plus de 80 ans et de 30% des moins de 4 ans. 30% des moins de 4 ans. C'est différent, mais aujourd'hui... Oui, mais c'est très intéressant parce que ça veut dire que la question que vous me posez aujourd'hui, elle va se poser chaque année qui passe un peu plus. Imaginons qu'il y ait une politique plus ferme sur l'immigration. Oui. Moi, je parle de ceux qui sont là, qui sont nés là, qui sont maintenant de 3e, 4e, voire 5e génération. Que fait-on? Ils sont français, pas expulsables et ils portent des slogans de haine. Alors déjà pour ceux qui sont français et qui sont binationaux, je pense qu'il faut de façon massive se réapproprier, ça existe déjà, mais en élargir les possibilités, la déchéance de nationalité. Complexe, oui, c'est dommage que la gauche n'ait pas eu le courage d'aller au bout en 2016. C'est l'extrême gauche qui l'a empêché. Tant pis pour nous. Mieux vaut tard que jamais. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait remettre en place. Maintenant, pour ceux qui sont franco-français, c'est un combat, bien sûr. C'est un combat qui est un combat sur 20 ou 30 ans. Moi, je ne me résous pas à dire que c'est trop tard, que c'est impossible, que tout serait foutu, etc. Parce que sinon, on arrête tout. Mais le sens de mon engagement dans la vie publique, c'est vraiment d'essayer de contribuer
par ce sursaut. Hein. En 2015, j'écrivais le sursaut au chaos. Non, mais je vais vous dire. Si, c'est par l'éducation, par la culture. La raison pour laquelle... C'est un peu facile, non? Comme l'éducation, on se tourne toujours vers elle pour se dire ça va donner la réponse à tout. Si vous me laissez 30 secondes, une chance de plaider ma cause. Vous avez raison, Mathieu. C'est vrai que c'est une réponse qui peut apparaître facile, mais d'abord, c'est la seule. Ensuite, il faut l'élaborer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le discours séparatiste, c'est-à-dire que le discours qui sépare une partie de notre population de jeunes français de l'appartenance à la nation. C'est un discours qui est celui des islamistes, qui constate le fait que nous n'avons plus d'existence commune et de valeurs qui méritent qu'on s'engage pour elles, que nous n'aurions plus, alors que les islamistes, eux, ont l'oumma et une appartenance à une communauté, etc., avec tout un système de rattachement par la victimisation, etc., etc. Tout ça, il faut le combattre par un contre-discours. Ce contre-discours, c'est le discours tout simplement de ce que nous sommes. Qu'est-ce que nous sommes ? Nous sommes une nation qui est millénaire, nous sommes un peuple aux racines gréco-latines, de tradition judéo-chrétienne, et nous avons une histoire avec ses bons et ses moins bons épisodes. Et tout ça, mais il faut... Mais d'abord, Sonia... Non, mais c'est une vraie question. Mais bien sûr que c'est une question. Poser à tous, y compris à Mais avant de vous répondre, au moins... osons l'assumer. Parce qu'aujourd'hui, on ne se pose même pas la question, puisqu'on n'est pas capable de l'assumer. On subit tout. On subit dans l'enseignement, puisqu'évidemment c'est un des axes majeurs de pénétration des islamistes, qui ont bien compris qu'il fallait pourrir les racines pour que l'arbre tombe. Et donc, il faut commencer par l'assumer. Quand nous l'aurons assumé et que nous mettrons en face une extrême sévérité politique, juridique, policière et judiciaire, à ce moment-là, c'est la combinaison des deux qui peut permettre peut-être de nous sauver. Mais c'est vrai que c'est une question qui est compliquée. Parlons de la réponse judiciaire. Et qu'à court terme, en tout cas, ça va d'abord aller plus mal avant d'aller mieux. Alors justement, sous le signe de la réponse judiciaire, l'imam de Beaucaire est au cœur de l'actualité en ce moment, pour des propos tout à fait singuliers. Est-ce que la réaction était à la hauteur? Est-ce qu'elle est vive? Est-ce qu'elle est suffisante? Votre question me tient à cœur parce qu'elle illustre une des grandes failles de la réponse française aux mots qui nous frappent, c'est qu'il y a encore une forme de naïveté. L'imam de Beaucaire, pourquoi est-ce qu'il a été interpellé à sa descente d'avion de retour d'un voyage en Arabie Saoudite ? C'est un homme qui est franco-marocain, qui a 32 ans, qui a 4 enfants et qui a dit la chose suivante dans un prêche 5 jours, qui a écrit sur les réseaux sociaux, 5 jours après les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre, il a écrit la chose suivante. Je le cite. « Vous combattrez les Juifs et aurez le dessus, de sorte que la pierre dira aux musulmans, voici un Juif caché derrière moi, viens le tuer. » C'est une hadith, c'est-à-dire que c'est un texte qui n'est pas le Coran, mais qui fait partie des textes sacrés. Les conversations entre le prophète et ses compagnons. Donc c'est un des textes sacrés de l'islam. Voilà notre ami, entre guillemets, l'imam de Beaucaire, qui vient dire au tribunal où il est poursuivi pour apologie du terrorisme, je n'avais pas mesuré exactement, il invoque le contexte, évidemment. Qu'est-ce qui n'est pas clair dans l'expression « voici un juif caché derrière moi, viens le tuer » Où est la Libye du contexte quand précisément le contexte, c'est de publier ça 5 jours après le 7 octobre. Où est la Libye du contexte quand on sait que cette hadith figure et paraphrasée dans la charte de constitution du Hamas ? Il a été condamné, mais c'est pas suffisant. Il a été condamné à quoi ? Il a été condamné précisément, je vais l'indiquer, interdiction d'exercer la fonction d'imam pendant 1 an, 8 mois, comme le dit Mathieu Bocoté, avec sursis, et il est désormais fiché au fichier national des auteurs d'infractions terroristes. Voilà. Donc, ça veut dire, je traduis en pratique ce que ça veut dire, 8 mois de prison avec sursis, c'est donc un avertissement, donc en pratique, concrètement, dans sa vie quotidienne, ça ne change rien, et interdit d'exercer les fonctions d'imam pendant combien ? Bon, alors posons la vraie question. Pendant 1 an, Sonia Mabrouk. Thibaut de Montbrial. Oui. La question, c'est est-ce que la justice est en train de juger sur un texte qui est considéré comme saint, même si tu préfères, c'est pas le Coran. Donc aujourd'hui, est-ce que les magistrats ont eu peur de juger sur un point qui peut être inflammable dans la ville de Beaucaire ? Voilà. Je ne connais pas ces magistrats. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut arrêter d'avoir peur, parce que la peur et la lâcheté n'empêchent pas la défaite. Ça, c'est une chose dont il faut toujours se rappeler. Et en plus, la peur et la lâcheté, ça empêche d'avoir la crainte des gens contre lesquels on a l'intention de combattre. La justice face à un hadith. Là, bien sûr. Mais la justice face à un hadith. Naïveté terrible. Naïveté terrible. On juge ça comme si c'était sans contexte. Là, pour le coup, c'est jugé sans contextualiser. Alors, quelle aurait été la réponse appropriée, selon vous ? La réponse la plus appropriée, ça aurait été de condamner cet imam à une peine extrêmement lourde pour que chaque
chacun comprenne La le prison. message. Mais bien sûr, de la prison. De la Apologie de prison, terrorisme. une interdiction d'exercer définitive. Et ensuite, ça aurait... Et vous savez pourquoi? Parce que, bien sûr, on va me dire c'est excessif, etc. Ça aurait eu le mérite, d'abord, de lancer un débat public beaucoup plus important que ce qu'il a été, et donc peut-être de conduire à ce qu'il y ait une prise de conscience et des mesures soient prises pour empêcher qu'il y ait plus de conduite comme ça par la suite. Et puis, en plus... Là encore, quand je citais Danton tout à l'heure, ça permet ensuite d'être craint par les gens qui nous combattent. Il faut que les gens qui nous combattent comprennent que nous ne sommes pas faibles. Il faut qu'ils comprennent que nous ne sommes pas faibles. Et je voudrais dire une dernière chose, c'est que depuis le 7 octobre, où sont les grandes manifestations de dénonciation des organes représentants, si tant est qu'il y en ait, les institutions musulmanes et les musulmans français? Où sont-ils? Nulle part. Nulle part. Si vous prenez la grande mosquée de Paris,